Voilà. Euh, je vous souhaite la bienvenue de part d'Orange. Je suis Peter Kaarstekker, du B2B marketing département d'Orange. Bienvenue à la troisième session et dernière session déjà de cette semaine. On a vu avec bpost tous les magasins online et We Are Digital comment faire la promotion. Et maintenant, on a un témoignage des entrepreneurs qui ont fait en effet la démarche vers des ventes physiques, vers digital. Euh, je souhaiterais encore vous informer que cette session sera enregistrée. Comme ça, on enverra un email à tous les participants après la session. Ça serait moitié la semaine, mi-semaine prochaine. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans le chat. C'est en bas à bas. Et là, après, je parcourrai les questions les plus courantes et on les posera à, euh, à Tariq et Véronique et Augustin pour les répondre. Alors, il me reste que juste donner la parole à Tariq et les autres. Allez-y. Donc, bonjour à tout le monde, je m'appelle Tariq Enen, je suis consultant expert en marketing digital et j'ai eu le plaisir d'accompagner avec Xavier Deporteur et toute l'équipe de Wikipreneur, Véronique de Wever et Augustin Nourricier, qui sont les cofondateurs de Sky Farms. Alors, donc Sky Farms est un projet implanté à Bruxelles et on va leur demander, je crois que je demanderai à Augustin de nous présenter Sky Farms en quelques mots. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Sky Farms, on est une entreprise qui se spécialise dans la conception et l'accompagnement de potagers d'entreprise. Alors, on a évolué ces derniers temps, on a 4 ans d'existence pour également ouvrir une jardinerie qui s'adresse au grand public, hein. L'objectif est le même, de leur permettre de créer des potagers urbains et de trouver tous les conseils et le matériel qu'ils pourraient chercher. Alors pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente, Sky Farms depuis 4 ans, c'est à peu près 2000 mètres carrés de cultivés en ville. On a formé un peu plus de 1500 personnes, privées, entreprises confondues. Et alors, la raison principale pour laquelle on vous parle aujourd'hui, c'est qu'au moment de la création de la jardinerie, qu'on appelle le Sky Farm Shop, on a créé en fait un site d'e-commerce ainsi que le point de vente physique. Alors, Augustin, peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, donc Skyfarm, finalement, c'est un projet organique qui a connu plusieurs développements, n'est-ce pas? On va revenir très en détail, évidemment, sur la crise et comment vous avez rebondi. Mais donc, au départ, c'est une activité B2B, c'est ça, de potager urbain. Et Ouais. puis, de là, vous évoluez vers un point de vente physique qui est une jardinerie. Donc, est-ce que tu peux juste nous revenir sur ce premier passage, cette première transition entre une activité et l'autre? Alors, c'est pas vraiment une transition, c'est une extension. L'activité Oui. B2B continue en parallèle, mais simplement, à un moment, on a constaté que on avait une forte demande de personnes, de particuliers, de petits collectifs ou de petites entreprises que notre offre B2B n'était pas capable de satisfaire, parce qu'on n'était pas sur les bons prix ni sur les bonnes méthodes de travail. Donc, on a créé la jardinerie comme une façon de pouvoir toucher une palette plus large de Bruxellois. Voilà. Et avec toujours avec cette idée de créer du lien au sein des entreprises et de revenir à quelque chose de plus écologique et de plus vivant, on va dire. Voilà, on veut verduriser nos villes et on veut mettre en avant ce bénéfice qu'apporte l'agriculture urbaine, qui est reconnecter les gens à eux-mêmes, à la nature et entre eux. Et donc, on voit l'entreprise pousse, se développe, et puis, comme nous tous, elle est frappée par le Covid. Tout Alors, à que fait. se passe-t-il? Raconte-nous un peu les premiers jours. Alors, ça a été très compliqué parce qu'on a commencé à avoir des appels de tous nos clients B2B, donc toutes les entreprises chez qui on va une fois par semaine accompagner des groupes. Évidemment, qui dit groupe, qui dit aller chez le client, voulait dire risque par rapport à la pandémie. Donc, ils nous ont dit, en gros, on arrête pour cette saison, puisque, a priori, jusqu'à septembre, au plus tard, au mieux, pardon, on va pas pouvoir vous réaccueillir. Et donc, on voit notre chiffre d'affaires prévisionnel fondre comme neige. Et à ce moment-là, on s'est dit, il y a une carte encore qui nous reste à jouer, c'est la Oui, jardinerie et plus particulièrement l'e-commerce. parfait. Alors,
par quelles étapes vous êtes passé? Donc ça vous est apparu, je veux dire, de manière assez claire ou un choix par défaut? Enfin, vous n'aviez pas le choix ou ça vous est apparu clairement? Alors, on a vite vu que c'était la dernière option qui nous restait parce que toutes les autres étaient fermées par les conditions sanitaires un peu drastiques du premier confinement, hein. Et on a vite vu aussi que les jardineries allaient pouvoir continuer à opérer et qu'on pouvait continuer à faire de la livraison en ligne, ce qui laissait quand même assez clairement une porte de sortie, hein, pour continuer à faire du chiffre. Ok, donc concrètement, à ce moment-là, vous avez un site, mais vous n'avez pas spécialement d'e-commerce. Bah, on a un site qui permet de faire des commandes, mais le problème, c'est que la première année, ça représentait à peu près 10% de nos commandes. C'était Oui. notre année de lancement, la première année. Donc, on parle de, je sais pas, 1000, 2000 euros peut-être de commandes sur l'année. C'est presque rien. Donc, on a, on va dire, une infrastructure qui est là, mais qui n'a pas encore vraiment été testée. On n'a pas encore trouvé notre marché à ce moment-là. Alors, on n'a pas eu l'occasion de présenter Véronique, donc soyons gentlemen quand même, un peu, ou si on nous rattrapait. Bonjour Véronique, donc toi tu es également donc à la tête de Skyfarm avec Augustin. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous décrire aussi cette dynamique, comment vous répartissez les rôles au moment de la crise et pour prendre les choses en main en particulier pour créer ce nouveau canal digital? Alors, lors de la crise, on s'est du coup concentré sur la jardinerie et sur les livraisons à domicile via le site e-commerce. Et donc, Augustin était aux préparations de commandes et s'occupait aussi de l'organisation avec les livreurs, la coordination des livreurs. Et moi, j'étais plutôt derrière mon PC à gérer les stocks, passer les commandes auprès des fournisseurs et alors travailler les réseaux sociaux pour communiquer aux gens qui pouvaient commander sur notre site Internet. Et alors, quel est l'œuf et quelle est la poule? C'est générer de la demande ou être capable de suivre? Quelle a été la plus grosse difficulté? Déjà, une difficulté, ça a été au niveau de l'approvisionnement des ressources parce que le trafic était assez bloqué. Donc, on ne recevait pas toujours les marchandises qu'on souhaitait commander. Ok. Et pour pallier du coup à ça, on s'est dit, ben, soyons malins et on sait que ça va arriver dans quelques jours, mais on peut déjà peut-être les mettre en ligne et le temps qu'elles arrivent, on sera dans les temps pour livrer les livraisons dans le délai imparti. Sauf que, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Les marchandises avaient beaucoup plus de retard que prévu. Et donc, il a fallu informer tous les clients que finalement, on n'allait pas pouvoir les livrer dans les délais impartis et qu'on ne savait en plus pas leur donner de réponse précise quant à la livraison parce qu'on était nous-mêmes bloqués au niveau de l'arrivée des marchandises. Et comment est-ce qu'ils ont réagi les clients donc face à ça? Alors, très positivement, en fait, ils ont été super compréhensifs. Certains se sont demandé un peu ce qui se passait et voilà, et parfois le délai de réponse était un peu trop long. Mais Oui. dans l'ensemble, ils ont vraiment été super et très compréhensifs par rapport à la crise et donc ils ont été vraiment solidaires avec nous. Ok, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ont un commerce et qui veulent passer par ces étapes, donc petit chiffre d'affaires en ligne, grosse dépendance du commerce, enfin du sales B2B, concrètement par quelles étapes il faut passer, comment on fait, combien de temps ça prend, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, à la base, en fait, on avait quand même mis en place des conditions qui ont permis que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment important. La base de la base, c'était d'avoir un site Internet qui était correct, qui fonctionnait, on va dire. On a été bien accompagné par une bonne équipe de développeurs web. On l'avait hébergé sur un système d'hébergement qui était capable de gérer une montée en charge. Pour parler un tout petit peu technique, hein, donc concrètement, quand on est passé de 2000 visiteurs par mois à plus de 20 000 visiteurs par mois, avec toute la charge en plus que représente l'achat en ligne, Oui, ça a tenu le coup. On a juste dû payer un petit peu de hors forfait à notre fournisseur d'hébergement parce qu'on avait une solution qui était pensée, voilà, pour la croissance. Peut-être le troisième truc, Véro avait vachement bien bossé aussi déjà à ce stade-là, le référencement, ce qui fait qu'on a assez vite pu remonter très fort dans les rankings, étant une des seules jardineries qui était encore opérante à ce moment-là. Les autres n'avaient pas d'outil web en fait. alors Véronique, on a eu le plaisir de bosser ensemble lors du bootcamp avec de Wikipreneur. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous dire peut-être ce que tu as retenu ou ce que tu as
mis en place et qui a été le plus utile dans ce rebond? Alors, justement, suite à cette forte demande sur notre site Internet, on s'est bien rendu compte que c'est un outil qu'on devait continuer à faire performer. Et pour ça, on avait besoin d'une aide extérieure, d'où l'inscription au bootcamp pour justement apprendre à professionnaliser notre approche. Et au bootcamp, on a vu pas mal de choses en très peu de temps. Donc, ça a été super enrichissant. Ça passe de comment améliorer son site web au niveau référencement ou même au niveau comment rédiger son contenu, à partir aussi d'objectifs concrets qu'on veut atteindre et ensuite de trouver les solutions à mettre en place. Et alors, on nous a conseillé toutes sortes d'outils de marketing digital comme le dashboard qui est très utile pour centraliser toutes les données liées aux actions menées et pouvoir alors ainsi les mesurer pour être plus performant après et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Peut-être un mot encore par rapport au retail classique. L'e-commerce, il a de ça d'intéressant qu'on est un petit peu face à un espèce d'écran de pilotage. On a plein de données qui arrivent, de statistiques qu'on peut collecter, et on va un petit peu jouer sur les différents leviers qu'on peut, et on voit un retour assez direct sur les actions qu'on mène. Alors à la fois, c'est compliqué au début, et on a été bien aidé pour prendre ça en main, mais ça permet de faire des gros progrès. Et est-ce qu'on peut pas dire que le digital, c'est un peu comme le gaz, quoi? Tu vois, c'est le silent killer, quoi. Tu peux, comme tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu peux facilement, je veux dire, soit t'endormir, soit te créer une catastrophe quand c'est trop tard, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'une analogie comme ça? Oui, je pense que c'est tout à fait approprié et je pense que une chose aussi à retenir par rapport au bootcamp, c'est que malgré le fait qu'on était déjà conscient que le digital et les réseaux sociaux étaient très importants pour notre business, là, on a pris vraiment conscience de l'ampleur de toutes les opportunités que pouvaient nous offrir justement les réseaux sociaux et autres outils marketing. Après, c'est vrai que la question à se poser aussi, c'est de savoir, OK, on peut atteindre beaucoup de gens en peu de temps, mais il faut aussi savoir satisfaire la demande qu'on propose, quoi. En fait, il y a un paradoxe dans le digital, c'est que ça demande à la fois de savoir où on veut, enfin, c'est comme dans la gestion d'une entreprise, in fine, hein. C'est où est-ce que je veux aller à moyen, long terme et qu'est-ce que je fais au quotidien. Et le problème, c'est que parfois, on est souvent soit bloqué dans le quotidien et on ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait, ou à l'inverse, on attend d'avoir une vision parfaite et on en oublie les actions quotidiennes qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Oui, tout à fait. Et le bootcamp nous a aussi appris justement à avoir cette rigueur et de se caser ça dans l'agenda pour ne pas repousser à plus tard et surtout de continuer les efforts parce que à force enfin, comme ça peut être très organique, si on s'arrête à un moment donné de poster des posts Facebook, Instagram ou quoi, eh ben on perd tout le travail accompli en très peu de temps aussi. Et alors, tu es aussi passé par cette étape de, Augustin parlait donc d'une bonne équipe de développeurs qui vous a accompagné pour votre site, mais il y a aussi le challenge de la formation. Finalement, quand on gère une entreprise, ben, moi je le rappelle toujours, c'est le marketing, on ne peut jamais totalement le déléguer. Et donc, il y a toujours un peu à la fois on est accaparé par la gestion de l'entreprise, mais aussi il faut monter en compétences pour pouvoir, le cas échéant, ensuite développer. Donc, il y a un double challenge. Un qui est d'acquérir des compétences, même si on veut les développer. Et puis, le deuxième challenge, c'est face à la crise, il y a aussi un impact sur les moyens qu'on a et les ressources financières. Donc, euh, tout le monde ne peut pas engager une agence digitale pour déployer une stratégie. Donc, moins on a d'argent, je vais dire, ben, plus on doit investir du temps en formation. Comment est-ce que vous avez fait, vous, vos choix entre euh, enfin, voilà, entre gestion du temps et gestion des compétences? Alors ben là, on essaye de faire un maximum par nous-mêmes, mais évidemment, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps et ce temps, on l'a pas si on veut jongler avec les différents aspects de l'entreprise. Donc, pour ça, on recourt à notre designer où on peut leur poser des questions rapidement, où ils peuvent nous débloquer sur des aspects techniques du site qu'ils maîtrisent très bien.
parce que ça aussi, il y a tout ce qui est l'outil. Nous, on utilise la plateforme WooCommerce pour notre site Internet, mais c'est aussi un outil à savoir prendre en main. Et après, plus globalement, par exemple, sur les réseaux sociaux, on peut faire plein de choses comme une campagne Facebook, mais en théorie, c'est facile, mais en pratique, c'est tout autre chose parce qu'on se retrouve parfois bloqué, on fait tout ce qu'il faut comme il faut, mais Facebook en a décidé autrement et il y a quelque chose qui coince. Et là, grâce à l'accompagnement du bootcamp, on était aussi débloqué par l'aide de Tariq qui alors nous aidait sur des points de blocage au niveau technique, voire stratégie par rapport à des questions et des blocages qu'on avait au niveau de notre réflexion. Je pense que c'est important de ne pas sous-estimer le temps que ça représente, hein. Véronique, concrètement, elle est passée de une tâche qu'on considérait annexe, qui devait trouver un petit moment dans son agenda quand elle avait du temps, à, je pense bien, 50% maintenant de ton temps que tu passes là-dessus. Et c'est quand même tendu. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut une ressource dédiée à ça et quelqu'un qui prenne le temps de monter en compétence. Et alors, Véronique, est-ce que tu prends du plaisir maintenant à faire ton marketing? Oui, parce que du coup, je suis plus inspirée parce que le fait de mieux connaître les outils et par rapport aux conseils qu'on a reçus lors du bootcamp, ça m'aide à structurer mes posts et à mieux savoir ce que je fais. Mais du coup, ça me permet, voilà, de présenter mes posts d'une autre façon et parfois peut-être plus intéressante pour les clients. Donc voilà, c'est instructif. Et pour moi qui gère la logistique, c'est super d'avoir une stratégie un peu plus claire et de pouvoir anticiper, quoi, de pouvoir se dire, OK, on a telle opération à tel moment, on met en place la logistique et on est un peu moins dans l'improvisation qu'au début. En fait, il faut faire du muscle, je vais dire. Ça fait mal au début, on doit faire les abdos et les pompes, on a des courbatures, mais après, on acquiert une capacité à travailler, je vais dire. Et puis de l'autre côté, il faut aussi de la vision. Ce qu'on a pas mal fait, c'est regarder. Il y a deux choses, je pense, qu'on fait trop peu quand on est le nez dans le guidon, et c'est bien normal dans son business. C'est de prendre un peu de hauteur et de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne déjà chez des concurrents. Vous, par exemple, je pense qu'il y a un challenge qui est de se dire, nous, on a une niche qui est, je vais dire, voilà, produit bio, responsable, local. Mais le marché, je vais dire, sur lequel vous évoluez, il est beaucoup plus large, avec des acteurs en ligne, avec des acteurs peut-être avec un positionnement moins clair que le vôtre. Mais c'est aussi de savoir regarder les grandes tendances du marché, quand bien même on ne se reconnaît pas. Voir ce qui marche sur Amazon, ça peut aussi inspirer un petit e-commerce local. Donc, on ne lui demande pas de se transformer en Amazon, mais c'est d'être capable de regarder les grandes tendances du marché et de pouvoir capitaliser dessus et amener les gens d'un marché A vers un marché B ou d'un marché vers un sous-marché. Ça, je pense, c'est un premier travail essentiel qui a été fait. Et puis finalement, le deuxième, c'est d'apprendre à expérimenter, enfin, apprendre à expérimenter, à trouver sa route et à renforcer ce qui fonctionne et à arrêter ce qui marche pas. Parce que parfois, on passe pas mal de temps dans nos habitudes et on n'ose pas changer et on n'ose pas renforcer ce qui marche. Donc, il faut vraiment choisir, c'est renoncer et c'est d'avoir une vision plus claire de ça. Véronique, tu partages ça? Oui, je valide complètement. C'est vrai que ça nous a aidé à organiser nos priorités et à aussi avoir des bons tuyaux pour, par exemple, organiser notre logistique. C'est de regarder comment justement les grosses entreprises comme Amazon ou d'autres qui sont dans notre secteur et qui, eux, ont déjà un e-commerce très, très, très performant. Ben, ça a été, par exemple, de se faire livrer par eux, en fait, de leur commander sur leur site à eux pour voir comment eux allaient gérer la commande et la livraison. Et du coup, maintenant, on a aussi une vision plus claire de comment organiser le packaging parce que le shipping chez nous est aussi un enjeu important vu qu'on transporte et des articles périssables et des sacs de terre et vraiment, enfin, en tout cas des articles qui ont des volumes et des poids complètement variés, d'où la difficulté d'avoir un seul colis bien packagé. Donc ça nous a aussi aidé à avancer sur cet aspect-là. Alors, on a parlé de bonheur et on voudrait avoir aussi une touche optimiste.
Est-ce que si on trace un bilan maintenant et qu'on laisse de côté, je vais dire, malheureusement, les atrocités sanitaires et économiques qui nous entourent, mais si vous vous posez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Covid vous a permis de faire des bonds en avant sur certains plans? Clairement. On n'aurait jamais mis autant d'énergie dans le développement du site Internet si on n'avait pas eu cette pause obligatoire et cette urgence d'innover pour faire face à la crise. Et de façon très concrète, ça a sauvé 2 emplois. Nos 2 employés, sans la performance du site web, on n'aurait pas pu les garder cette année. Ah ben, félicitations, on est heureux pour vous et pour eux. Oh, c'est sûr. Et alors, donc, pour ceux qui n'auraient pas encore démarré, qu'est-ce que vous leur diriez? Ceux qui seraient encore en train d'attendre. Je pense que le premier conseil, c'est que quand on a peur de se lancer, il faut se faire épauler. Et donc, moi, je leur conseillerais vivement de prendre un accompagnement, comme par exemple le bootcamp de Wikipreneur sur le marketing digital, parce que c'est quelques séances pour un prix tout à fait abordable, même si ça reste une certaine somme. C'est vrai, mais par rapport à la valeur que ça pourrait représenter si on prendrait un consultant à part, c'est vraiment un prix très intéressant. Donc, et ça va vraiment permettre de poser les bases et de pouvoir se lancer en toute sécurité. Peut-être. C'est un vrai nouveau projet. C'est comme d'ouvrir une nouvelle boutique, quoi. Il faut pas sous-estimer ce que ça représente comme investissement d'énergie et stratégique, mais le retour sur investissement est à la hauteur aussi potentiellement, hein, si ça se passe bien. Nous, maintenant, c'est simple. On peut doubler le chiffre d'affaires potentiel de la boutique avec l'outil web. C'est quand même un gros pas en avant, quoi. Alors, on voudrait quand même vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, parce que la période pour vous est chargée. C'est la période de Noël. On sait que vous avez lancé une campagne pour les sapins de Noël bio. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus à la fois sur cette campagne et sur les challenges qui vous attendent entre maintenant et la fin d'année? Alors, oui, Vous pouvez aussi faire votre publicité au passage, évidemment. Alors, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, on est très fiers de pouvoir travailler avec le seul producteur belge qui est en 3e année de reconversion bio. Donc, c'est pour ça qu'on propose des sapins cette année, des sapins coupés où vous avez le choix de prendre votre sapin avec support ou sans support. Et on organise les livraisons sur Bruxelles, ou vous pouvez venir le chercher en boutique, il n'y a pas de souci. Et... Pour encore très peu de temps, n'est-ce pas, Véronique? Ah oui, c'est ce week-end. Les stocks sont limités. Exactement. On a déjà presque vendu la moitié de notre stock, donc en seulement quelques jours. Et donc, tout va se jouer ce week-end et la semaine prochaine. Et après, on n'en aura plus. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de sapin bio. Pourquoi est-ce qu'on doit acheter un sapin bio, en fait? C'est une culture qui est assez dégueulasse si vous regardez la quantité de pesticides qui est utilisée, surtout au démarrage quand ils sont jeunes. Et donc, c'est tous les problèmes liés à l'usage de pesticides, hein. Ça attaque toute une vie d'insectes utiles sur des terrains. Ça va faire chuter la biodiversité, ça va ruisseler dans l'environnement. Enfin bref. Jusque-là, on n'était pas dans le business du sapin parce qu'on ne trouvait pas de fournisseurs qui étaient capables de le faire correctement, enfin, d'après nos critères à nous. Et ben voilà, maintenant on peut, donc tant mieux. Faut les soutenir aussi. Parfait. Et ben ça, c'est peut-être je crois, le meilleur conseil qu'on avait oublié. Donc heureusement, il nous reste encore 3 minutes. Parce qu'on parle souvent de digitalisation comme il faut mettre en e-commerce, il faut faire des campagnes, il faut faire de la publicité, il faut mettre des pixels. Enfin, il y a beaucoup de jargon, de jargon, de jargon. Et in fine, la digitalisation, moi, je pense, ça sert qu'à une seule chose, c'est à toucher son client et à vivre, enfin, à vendre, quoi, hein, comme tu dis. Digitalisation, c'est si mon magasin est fermé, mon site web est jamais fermé. Le but de la digitalisation, c'est pas de mettre en place un e-commerce, ça reste de vendre. Et, et quelque chose que je martèle et que je veux dire ici, c'est peu importe qu'on vende en ligne ou pas, le meilleur moyen de vendre, c'est d'éduquer. Et donc, c'est pas toujours de réfléchir à la publicité à faire, mais d'éduquer son public. On en a beaucoup parlé pendant le bootcamp, mais on vient de le faire aussi ici. La question, c'est pas de faire une pub pour le sapin bio, mais c'est aussi de savoir expliquer aux gens quelle est la différence entre un sapin bio, d'où il vient,
en quoi ça va changer peut-être l'atmosphère de son salon, quels produits sont composés. Et donc, dans ce monde où il y a des webinaires partout, des publicités partout et des mailings partout, ce qui est important, c'est finalement d'être inspiré et d'être éduqué. Et donc, c'est l'occasion aussi de remercier notre partenaire Orange, de dire que là, le but ici, on n'est pas là pour vendre un abonnement de téléphone, mais on est là pour essayer de partager des expériences, d'éduquer. Et plus il y aura de business, plus les gens se développeront, plus il y aura d'abonnements téléphoniques. Je sais pas si, voilà. Exemple, oui. Non, non, mais on a vu en effet, cette inquiétude auprès de nos clients aussi, due au Covid, mais aussi beaucoup de business disons, de petites et moyennes entreprises ou des indépendants qui sont hésitatifs de faire, sauter dans les ventes digitales. Et c'est dans cela qu'on voulait les accompagner. Et donc, Encore, une vente digitale, c'est toujours une vente, il faut générer la confiance et dans un environnement qui fonctionne et qui est le plus simple possible, en fait. oui, en effet. J'ai vu un peu entre les questions deux axes un peu. D'abord, un peu, c'était sur, moi personnellement, j'ai bien aimé l'espionnage industriel que vous avez fait auprès d'Amazon. C'est une très bonne approche, je crois. Une des questions, c'était aussi pourquoi commencer avec un web shop à vous complètement et pas sur les grandes plateformes d'abord, par exemple. Parce qu'on ne voulait pas être soumis aux conditions éthiques et de travail de ces plateformes, parce qu'on ne voit vraiment pas pourquoi ils pourraient, entre guillemets, se sucrer sur notre dos. Si cette activité tourne et fonctionne, on veut en être les bénéficiaires principaux. Et c'est devenu suffisamment simple maintenant, avec tous les outillages open source et les connaissances que des gens comme vous disséminent, pour qu'on n'ait plus besoin, en fait, de passer par un Amazon ou autre. Hein. Donc, on voyait plein de raisons de ne pas jouer ce jeu-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on envisage plutôt dans un deuxième temps pour augmenter le volume des ventes peut-être, mais commencer par le faire soi-même pour pouvoir avoir mieux géré ses coûts et bénéfices. Ok, ok, parfait. Et l'autre, c'est un peu sur si vous faites des mailings et tout ça, est-ce que vous voyez une différence entre attirer des nouveaux clients et faire des ventes à la base installées, disons, aux clients? Est-ce que les clients reviennent souvent? Comment est cette participation un peu? On regarde ça de près. On essaie d'avoir évidemment un taux de réachat le plus important possible. Ça, c'est une des grosses questions pour l'année prochaine. Comment est-ce qu'on va réussir à faire augmenter ces taux-là? Puisqu'évidemment, c'est moins d'efforts d'aller reconvaincre une personne déjà convaincue une fois. Mais on n'est pas forcément suffisamment avancé, je pense, dans notre démarche digitale pour vraiment maîtriser cet aspect-là. Pour le moment, on constate un peu la situation. Elle n'est pas trop mauvaise, mais on ne l'a pas encore très bien activée. Ok, c'est bien savoir. Ok, parfait. Ça, c'était tout de mon côté. Tariq, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. On peut continuer pendant 1 heure ou arrêter maintenant. Ça, c'est... Moi, je peux m'en aller comme ça. Je laisse la session ouverte à vous. Mais avec Est-ce qu'on a des questions est-ce qu'on a des questions du chat peut-être? C'était ça, les deux questions un peu, les plus qui venaient là. Oui, oui, oui. Ok, ça va. On est pile dans le timing. Très bien. Alors, il me reste que vous remercier et vous souhaiter un bon week-end et des bonnes ventes digitales et avec le sapin bio aussi. Okay. Bonne journée, bon week-end. Ok, merci. Au revoir.